liberté d'expression de l'argent. Donc les grands financiers l'expriment aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. Des gens comme George Soros arrosent des opposants dans certains pays dans lesquels ils aimeraient bien. Absolument, absolument. Et ça aussi. Et c'est ça, en effet. C'est ça quand les États-Unis maintenant disent que quelle est leur croisade? Leur croisade, c'est que tous les pays doivent avoir le système démocratie américaine. Mais c'est ça. Ils sont prêts à bombarder les pays parce qu'ils ne sont pas assez démocratiques, ils ont des dictateurs, c'est méchant, c'est mauvais. Évidemment, ils ont cette... Parce que si un pays quelconque est ouvert, comment il faut être, et à le système américain, mais les Américains peuvent acheter leurs candidats, peuvent faire les campagnes pour... Et déjà, les Américains font ça avec ces instituts des National Endowment for Democracy, NED. C'est financé par les États-Unis. Ils ont des différents groupes qui sont censés être non gouvernementaux, mais ils sont gouvernementaux, ils viennent du gouvernement américain, ils sont payés par le gouvernement américain. Ils vont dans les pays, y compris la France, et ils choisissent les dirigeants de demain. Et ils les invitent aux États-Unis. Les Young Leaders? Oui, justement. Et ils sont partout. Et c'est tellement gentil, ils trouvent de bons étudiants, ils présentent bien, on les invite aux États-Unis, on les entraîne dans la communication, parce que c'est la communication qui compte, et comment bien communiquer, être souriante, et montre qu'on est bon. Et ce sont les dirigeants de demain. Et dans certains pays, comme les pays baltes par exemple, quand les pays baltes ont quitté l'Union soviétique, les premiers dirigeants étaient les Américains. C'était des gens qui avaient quitté le pays sous l'Union soviétique. Ils avaient fait leurs études aux États-Unis ou au Canada, ils sont revenus, ils sont présidents, etc. Ce sont les Américains. Saakashvili de Géorgie, sont entraînés aux Américains. Et alors, on choisit ces dirigeants, puis on infuse des dollars dans les groupes, dans le pays, et puis avec ça, le prestige des États-Unis, le rêve américain, qui est très partagé dans le monde, on imagine l'Amérique comme dans les films. Et on va vivre comme ça, en Californie, ce sera Californie ici. Donc ils arrivent vraiment avec ce système ouvert de former les groupes et d'avoir des petits satellites partout. Et c'est pour ça qu'ils veulent absolument la démocratie. Parce que si c'est la démocratie style américain, les Américains vont tout diriger. C'est évident. On a vu la démocratie en Irak. Oui, non, mais ça c'est plus difficile parce que non, ça n'a pas marché, mais ça marche dans l'Europe de l'Est. Ça marche dans les pays baltes. Ça marche en Ukraine. Maintenant, l'Ukraine a un gouvernement qui est américain. Il y a plusieurs étrangers dans le gouvernement. Ils ont mis le fils du vice-président et il est un des dirigeants sur le conseil de l'énergie du pays. Le fils du vice-président américain. Et puis, on se plaint que les Russes veulent ingérer en Ukraine. Mais les Américains sont pleins dedans. Ils dirigent le gouvernement de l'Ukraine actuellement. Mais évidemment, ça foire la plupart du temps. On va dans le Moyen-Orient, ça n'a donné que la catastrophe. Ça ne marche pas du tout parce que ça marche dans les pays de l'Est parce que, bon, en Pologne, par exemple, il y a énormément de Polonais, il y a énormément d'Ukrainiens.
aux États-Unis, au Canada, beaucoup reviennent au pays. Ils sont déjà américains et culturellement, ça marche pas au Moyen-Orient. Ça cause les désastres, le chaos. Ça ne prend pas ce système. Mais le chaos, ça sert aussi parce qu'au moins, ça semble avoir. Au moins, ils ne font pas ce qu'ils auraient voulu faire, ces pays-là. Ils sont neutralisés. Revenons à Libye. La Libye allait créer un système monétaire pour l'Afrique, pour l'indépendance de l'Afrique. Le dinar or. Oui. Alors, et non seulement ça, Kadhafi, il faisait un peu d'ordre. Je sais qu'il était critiqué de gauche, par la gauche pour le fait qu'il aidait à empêcher les gens de partir de Libye pour clandestinement l'immigration. Mais ça, c'était cohérent, parce que c'était parti d'une politique qui était de développer l'Afrique économiquement, de sorte que les gens n'auraient pas l'envie de quitter là. Donc c'est une politique qui était dans l'intérêt de l'Europe, parce que c'était une politique de développer le travail en Afrique pour que les Africains veulent rester chez eux. Et maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de gens parce qu'on a cassé cette possibilité d'espoir pour l'Afrique. Et on l'a fait délibérément parce que c'est un rival. On ne voulait pas que Kadhafi fait ces choses-là. Et donc, en effet, c'était une guerre qui n'était seulement pas qui a fait un chaos, mais c'était une guerre qui était vraiment contre les intérêts du continent africain. C'est vraiment un crime abominable. Et ça, c'est peut-être le pire. Parce que c'était absolument gratuit. Les prétextes étaient faux. On a menti d'un bout à l'autre. Une résolution qui a été violée. Tout ça. Et on a invité, on a inventé cette histoire de Kadhafi. On a mal traduit quelque chose qu'il avait dit. Et de toute manière, il faut... On l'avait accusé d'avoir dit qu'il allait avoir des rivières de sang. Oui, mais ça c'est... Mais il y avait une mauvaise traduction, un peu comme ils avaient fait pour Ahmadinejad et Israël de la carte. Exactement. Spécialiste pour ce genre de choses. Exactement. On peut prendre les paroles d'un dirigeant dans une langue en perse ou en farsi ou en arabe. On dit qu'il a dit mais tout ça c'est imaginaire. Et on détruit un pays parce qu'il allait faire quelque chose de mauvais. Peut-être. On pense, on dit. Non, mais ça c'est... Bon, il y a beaucoup de crimes, mais je trouve personnellement, ça c'était le pire. C'était fait très rapidement sur les mensonges qu'on n'avait pas du tout un moment pour vérifier. Vite, on a détruit tout et on a une grande satisfaction et le mal ça fait la guerre du Mali, c'est à cause de ça, c'est à cause des hommes. On va avoir les répercussions de cela pendant longtemps, mais c'était une catastrophe. Et c'était seulement pour dire on a abattu un dictateur, mais c'est aussi stratégiquement, c'était pour empêcher ce développement indépendant de l'Afrique, qui était un rêve. Je ne sais pas à quel point ça aurait réussi, mais ça allait dans un bon sens. Ça allait dans le bon sens de développer l'Afrique. Bon, ce ne serait pas un miracle, mais c'était constructif qui était en train de faire. Terminé. On aurait pu penser que des leçons auraient pu être prises de cet engagement,
Et pourtant, avec la Syrie, on s'est rendu compte que les pays occidentaux continuaient de jouer avec le feu, notamment en fournissant des armes qui, après, on ne sait pas si c'est dû à des erreurs ou si c'est des choses qui leur ont échappé, mais en tout cas, on a même vu des djihadistes en Syrie se battre avec des FAMAS de l'armée française. Oui, bah, non mais on fait la même chose, c'est presque incompréhensible. Bon, évidemment, on peut dire que ces guerres contre Irak, Syrie, Libye étaient 3 guerres qui visaient les États qui de façon un peu différente chacun, mais qui aidaient les Palestiniens. Je me rappelle de George Galloway, c'est un Britannique qui avait dit qu'il passait avec un bateau pour amener les vivres à Gaza. C'était humanitaire, une action humanitaire. Les autres États arabes ne voulaient rien avoir avec ça. Et c'était seulement en Libye, le bateau était arrêté à un port en Libye, et le fils de Kadhafi a dit combien vaut ce que vous avez à bord. Ils ont répondu, et le fils de Kadhafi dit je double ça. Et ils ont donné autant, c'est-à-dire aider les Palestiniens. Je ne parle pas de militairement, je parle de l'aide humanitaire. Alors, et Galloway a dit que il n'y avait aucun autre pays arabe qui ferait ça. Donc, on a visé les 3 États qui étaient plus ou moins laïques, où les chrétiens pouvaient vivre, où les juifs et les minorités religieuses pouvaient vivre dans ces 3 pays. Et c'est ça, tous les pays qui sont visés par l'Occident. Pourquoi ça? Pourquoi? Bon, on dit que c'est bon pour Israël de se débarrasser du nationalisme arabe. C'était des restes de nationalisme arabe. Le nationalisme arabe n'existait presque plus, c'était ce qui restait de nationalisme arabe. Et maintenant, on a la religion. On tue en effet, c'était la modernisation arabe. Kadhafi est vu en Occident comme un fou, mais le fait est que son petit livre vert était une tentative d'adapter les préceptes musulmans à une société moderne. C'était ça. Bon, on dit qu'on peut rire si on veut, mais c'était ça. Et ça donnait un instrument de moderniser. Les femmes étaient libérées en Libye, par exemple. J'ai vu ça. Et elles ne le sont plus. Donc tout ça, c'était une évolution qu'une société peut avoir de sa façon. Avant, la Libye, c'était un pays extrêmement pauvre, analphabète et tout ça. Et de sa façon, Kadhafi a essayé de moderniser cette société. Bon, c'est bizarre, ça fait rire les Occidentaux, mais en effet, c'était une façon d'avancer, d'évoluer, venant d'où on venait. Et là, on a cassé, ça ne nous plaît pas. Non, nous voulons quelque chose exactement comme nous. Ce qui est impossible là. Mais on tue ce qui est possible pour quelque chose qui est absolument impossible. Notre modèle. C'est catastrophique et ça ne s'arrête pas. Et pour moi, ce qui est vraiment épouvantable, c'est que les Européens qui, avant
hésiter, maintenant suivre. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Est-ce qu'on a mis quelque chose dans l'eau? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que maintenant les Européens suivent contre leurs propres intérêts. Vous avez mentionné Israël et l'intérêt de ce pays de voir justement ces pays dits laïcs de se désagréger, tomber comme la Libye dans le fondamentalisme. Aujourd'hui, avec l'État islamique qui progresse et qui s'approche de plus en plus aussi de l'État d'Israël, on peut avoir du mal de prime abord à voir l'intérêt qu'Israël a au chaos dans la région. Mais ce n'est pas mon idée de leur intérêt. Ça semble pas être leur idée, ou l'idée de certains de leurs intérêts. Pour moi, c'est une catastrophe pour tout le monde. Mais je pense qu'ils étaient tellement il y avait une telle opposition au nationalisme arabe et tout ça, et on peut se dire, bon, il y a Arabie Saoudite à côté, qui est complètement arriéré, mais ça ne nous pose pas de problème. Peuvent dire, quand les gens sont complètement dans leur illusion religieuse, ils passent le temps à prier et faire de l'argent et ils nous laissent en paix. Et il est possible que le fait qu'en effet, les États les plus arriérés et les plus religieux ne gênent pas. Ils font des discours, ils sont même antisémites, ils sont même contre les Juifs, ils sont contre tout ce qui n'est pas leur truc religieux. Mais on peut dire, bon, de toute manière, j'imagine, si on est assez cynique, on peut dire, bon, ces religieux sont bêtes. Ils sont moins dangereux que les nationalistes et les modernistes. Donnons le pouvoir aux imbéciles religieux et on sera plus malin qu'eux. J'imagine qu'on peut penser ça. Ça ne marche pas. Je ne suis pas sûre que ça marche. Mais je peux imaginer qu'on joue un peu avec ce feu-là. Mais en réalité, c'est une catastrophe pour tout le monde. Et, je ne peux pas vraiment comprendre tout à fait les politiques qui me semblent suicidaires. Parce que même récemment, je ne sais plus exactement quelle branche de l'ONU, mais ils ont fait un rapport dans lequel ils dénonçaient l'aide israélienne à des camps de rebelles anti-Bachar al-Assad qui seraient plus ou moins liés au front al-Nosra ou Al-Qaïda. Donc on a l'impression d'un côté ils dénoncent ce qu'ils appellent le fondamentalisme islamique, le Hamas, le Hezbollah, et de l'autre côté ils en aident certains. Non mais c'est évident honnêtement j'ai un problème pour comprendre une politique qui, comme je dis, pour moi c'est une politique suicidaire d'abattre par exemple Kadhafi était exotique, il disait il portait des costumes qu'on trouvait drôles, etc. Bachar al-Assad, c'est un ophtalmologue, il est formé en Angleterre, il a une femme anglaise, il est aussi moderne et éclairé qu'on puisse espérer pour cette région en ce moment. Vraiment, et on veut le chasser. Pourquoi? Pour qui? On sait très bien pour qui. Pour des hordes fanatiques qui décapitent franchement, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre pour quelqu'un un peu raisonnable. Ça me semble une politique dingue. Et tout l'Occident, pas tout, mais la France suit cette politique. Pourquoi?
est-ce que quelqu'un est payé? Et je ne suis pas au courant. Je ne comprends pas. C'est absolument, on suit une politique absolument contraire aux intérêts et aux valeurs, les deux. Parce que les politiques aux États-Unis ont parlé, notre politique est basée sur nos intérêts et nos valeurs et nos intérêts. Mais c'est une politique qui est contraire aux valeurs et aux intérêts. Je ne comprends pas. Et on veut abattre les gens qui ne sont pas, qui ne nous suivent pas. Et c'est le chaos, bon, c'est le chaos. Et après ça, bon, on dit que certains ont l'idée que si on crée le chaos, c'est comme le début de l'univers, du chaos, des choses merveilleuses sortira du chaos comme la création de l'univers. Mais ces gens se prennent pour Dieu, ils vont recréer l'univers. Tout, hein? Il a quand même fallu beaucoup de temps pour que de ce chaos sortent les fleurs, les jardins, les oiseaux et toutes les belles choses qu'on a. Il faut beaucoup de patience pour refaire ce chaos et espérer trouver quelque chose de bien. Toujours concernant la Syrie et la politique de la France, la France a été même quasiment encore plus loin que les États-Unis, avec Laurent Fabius qui affirme que Bachar al-Assad ne mérite pas d'être sur cette terre, ou encore après l'attaque d'Al-Ghouta en août 2013 qui avait été a priori faussement attribuée à Bachar al-Assad, la France était prête à partir en guerre. Mais là par contre, ce sont les États-Unis qui ont freiné François Hollande. Pourquoi ne pas avoir profité de cette opportunité pour lancer une offensive? Pour lancer une offensive je veux dire, au moment de l'affaire d'Al-Ghouta. Oui, non, mais en effet, mais les Russes sont arrivés et ont fait une porte de sortie qui fonctionnait merveilleusement bien. Et je pense que c'est après ça qu'on attaque la Russie. C'est comme si la Russie avait commis le crime impardonnable. Ils avaient offert un voie vers la paix.